on est OK. La dernière fois, je vous ai fait une spéciale comics. Je vous ai juste parlé du comics, le premier omnibus Alien. Je reviendrai régulièrement sur les omnibus Alien. Avec le 2, le 3, j'ai déjà fait la chronique du 2, il faut que je fasse la chronique du 3. Alors, elles seront plus courtes les chroniques parce que après, c'est des histoires un peu différentes. Et là, je vais vous faire une spéciale BD du coup. Comme ça, c'est bon. Ben, c'est cool si t'as aimé le journal de naufragé. C'est très très cool. Euh, mais en tout cas, c'est cool que tu passes, Jules d'Arc. Donc, je vous avais fait la chronique complète de l'Incal il y a quelques temps, hein, ça remonte hein, déjà. Et je me suis dit, ouh, je crois que j'ai pas fait la suite. Parce que j'ai été pris par autre chose, d'autres lectures, plein de trucs. Et je me suis dit, ah ben je crois qu'en fait, on a totalement oublié la suite, c'est-à-dire toute la partie métabaron. Et si je regarde sur ma chaîne, si je tape Incal, ah mince, c'est pas ici, si je tape Incal, on va voir s'il la trouve. Voilà, il y a 2 mois, donc non, je l'ai fait début février. Voilà, je l'ai fait début février, l'Incal, hein, puisque quand je regarde mon écran, il y avait marqué il y a 2 mois, mais en vérité, c'était donc, si c'est février, c'était début février. Donc du coup, voilà, ça faisait mars, avril, mai, donc il y avait 3 mois, je n'avais pas fait la suite de Métabaron. Je me suis dit, bah allez, c'est l'occasion de faire la partie Métabaron. Donc j'avais lu à la suite de l'Incal tous les Métabarons, avec tous les spin-offs et tout, je me suis tout enchaîné hein, tranquillement. Donc j'ai tout lu et je me suis dit ça peut être intéressant de faire un retour. J'avais beaucoup aimé l'Incal si vous vous rappelez. Et j'avais, hop là voilà, on va rentrer là-dedans. J'avais beaucoup aimé l'Incal et je me suis dit que les métabarons, ça valait peut-être le coup de lire tout ça. Qui a déjà lu? Alors déjà, s'il y en a qui ont lu l'Incal depuis que je l'ai présenté, dites-le moi. Et qui a lu la saga des métabarons, ou même un titre, peu importe. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu en partie ou pas tout, peu importe hein. Parce que donc les métabarons, je vais ouvrir celui-ci, voilà. Alors toc. Donc j'ai tout pris à ma médiathèque quasiment parce qu'il y avait quasiment tout. Et je vous ai chopé une version numérique. Acheter l'Incal mais pas encore lu, ça me faisait de l'œil mais il y a tellement de volumes. Oui, alors après l'Incal tu peux lire que déjà la série originale. Moi, mais au supermarché en 94. Oui, mais toi, t'es un grand lecteur de BD depuis longtemps. Moi, c'est nouveau, tu le sais. Je lisais que des mangas avant. Alors, du coup, l'Incal, donc les métabarons. Donc il y a eu de nombreux spin-offs, comme je vous disais. Donc, la caste des métabarons, et ne pas confondre avec Métabaron, qui est sa suite, et on en parlera tout à l'heure. Donc c'est un des personnages de l'Incal qui fait partie de l'aventure L'Incal. Et donc là, on va suivre sa généalogie, c'est-à-dire qu'on va remonter de 3 générations. Alors attends, on va passer un petit peu. Voilà, on va remonter de 3 générations. Et donc en arrière, et on va découvrir la naissance de la caste et de ses traditions. Et donc, pour rappel, un métabaron, c'est une personne qui est extrêmement puissante, qui est capable de sauver l'univers contre beaucoup d'argent, en gros, qui est une sorte de mercenaire indépendant. Et on va découvrir donc le trisaïeul, c'est-à-dire l'arrière-arrière-grand-père, hein, donc 2 générations au-dessus, et comment ils ont fait fortune à l'origine, et comment ben, la tradition des métabarons s'est imposée. Donc là, l'idée, c'est pas vous faire une critique poussée de toutes ces séries, mais plutôt vous donner un petit peu de quoi ça parle et un ressenti sur la série, pour vous inviter à la lire, puisqu'il y a déjà plein de vidéos sur les métabarons qui analysent tout en détail, donc ça aurait fait redite. Donc l'histoire, elle est racontée à travers de ces 2 robots, qui ont un langage très fleuri entre eux, à coup de toujours... Est-ce que je vais retrouver des exemples parce que c'est toujours là, mais en gros voilà, chaque fois c'est toujours lié avec des jeux de mots ou d'autres néologismes qu'ils ont créés.
Et donc les auteurs se font plaisir là-dessus, même si j'avoue, à un moment c'est un peu lourd quand même. Et c'est parti en fait pour une grande fresque familiale dans un space opéra à l'échelle de l'univers. Donc je vais pas m'attarder sur les dessins que je trouve incroyables. Franchement, les dessins ils sont magnifiques. Là-dessus, c'est assez fou en termes je trouve de couleurs, de traits et tout. Ouais, j'ai kiffé jusqu'au bout les dessins. Et on va avoir droit à un récit guerrier où la douleur physique est surmontée, car le risque initiatique se fait étape par étape, c'est-à-dire de supporter la douleur, et ensuite l'étape finale qui va être de tuer son père pour prendre sa place. Et c'est là, il ne peut y avoir qu'un seul métabaron à la fois, et c'est une tradition qui est cruelle et qui se fait via la torture. Donc les sentiments, donc, en théorie, n'existent pas pour ces guerriers, et chaque métabaron mènera sa propre quête. Donc parfois c'est une quête qui va être... alors, je fais attention parce qu'il peut y avoir quelques pages un peu dénudées. Parfois ça va être une quête qui peut être identitaire, des fois ça va être une quête de reconnaissance, mais chaque guerrier ou femme de ces guerriers seront amenés à combattre dans des grandes histoires cosmiques. Et en fait, Métabaron, c'est très théâtral. Il y a beaucoup de théâtral dans cette BD. C'est la dramaturgie à son maximum, c'est des sentiments amoureux enflammés, c'est des trahisons, c'est la perte d'être cher, c'est des morts tragiques. Il y a des grandes histoires d'amour passionnées, ces histoires de descendance, de liens de sang. En fait, c'est totalement dans l'histoire très grandiloquent. Et c'est exagéré, c'est surjoué, mais ça donne une ambiance qui est exceptionnelle, ça fonctionne. Et c'est ça qui est génial en fait avec les métabarons. Donc on est dans un monde futuriste où en fait le corps de biologie biologique n'est qu'une finalité, et on peut se couper des membres, les remplacer, on peut les fusionner, on peut même changer d'âme et de corps, et en fait ce sont littéralement des armes humaines. Et ça va donner justement une surenchère dans leurs armements et leur équipement. Hop là, je vais passer un petit peu dans les pages. Et donc, ça donne des situations ubuesques, mais je dis pas ça négativement, vraiment, je trouve ça génial. Et ça va avec l'univers, qui en fait toujours plus dans la surenchère. Et du coup, voilà, on va se retrouver avec des êtres avec deux âmes à l'intérieur, des épouses et mères d'un métabaron qui fusionnent. Et ça devient la mère et la grand-mère. On est au niveau de consanguinité plus. Genre à un moment, on va avoir aussi un cerveau de femme qui va se retrouver dans le corps d'un homme. Et en fait, on aura donc des personnages qui seront torturés autant physiquement qu'à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est une histoire qui est très shakespearienne en fait, et qui va se passer sur plusieurs générations. Donc il va y avoir plein de pouvoirs, de magie, de planètes mystérieuses à explorer, ce qui va rajouter beaucoup de mystère à cet univers et à ce côté incroyable. Et là, on voit justement, il est en train de tuer son père pour être métabaron, et là, il devient métabaron. Alors, je vais passer un petit peu... hop là, je vais passer en plein milieu. Hop. Voyez, là, le corps, voyez, tout découpé, c'est pas un problème. Hop, je vais passer une planche qui ne craint pas. Donc voilà, on retrouve dans un sens la folie, la grandeur de l'univers de l'Incal, et qui mélange un bestiaire de monstres et de sorcières, d'animaux métalliques, voilà, de formes improbables, avec des liens par rapport à l'Incal sur des personnages importants au niveau de l'Empire. Mais ici, voilà, on suit la vie d'une dizaine de personnages avec les différentes généalogies, les hommes, les femmes, etc. Et en fait, on pourrait parler en détail de chaque métabaron, chaque truc. Je ne vais pas le faire ici, comme je dis, il y a plein de vidéos qui en parlent en détail, mais ça donne un truc assez fou. Et c'est un plaisir en fait de découvrir à chaque fois la prochaine dinguerie que les auteurs ils nous réservent à chaque fois. Notamment Jodorowsky, qui est assez perché. Et ça peut se lire de manière totalement indépendante de l'Incal.
Il n'y a pas de besoin en fait de lire ça. Au contraire, je trouve que plus l'œuvre Métabaron avance et plus elle s'éloigne de l'Incal et finalement n'a pas presque le personnage qui est représenté dans Métabaron, il fait presque faiblard par rapport à la puissance qui est représentée ici. Alors il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'ironie, alors beaucoup de sous-textes et du cul, hein, avec pas mal de scènes érotiques. Il y a beaucoup de nudité. Alors voilà, c'est comme les femmes, il y a beaucoup de femmes fortes. Par contre, elles sont très déterminées, tout ce qu'on veut, mais elles sont souvent exposées nues dans des corps magnifiques, euh, plein de volume. Donc voilà, le problème, voilà, il y a des personnages féminins hyper intéressants. Mais le problème, c'est que la nudité est pas loin souvent et elle peut vite servir de faire valoir malgré tout. Donc la caste des métabarons, en fait, c'est un tout, c'est-à-dire tout est poussé au maximum. Et j'ai pris vraiment énormément de plaisir à découvrir chaque fois les prochains événements, et que ce soit au niveau de la famille ou de l'univers du métabaron. Hop. Et donc voilà, là comme j'ai dit, j'ai survolé la série. Il y a beaucoup de choses à dire sur la série. Mais il y a un truc que je n'avais pas mentionné aussi, c'est qu'on retrouve beaucoup d'éléments qui sont propres à Dune, hein, puisqu'à la base, il y avait le scénario de Dune, et comme ça ne s'est pas fait en film, il a repris pas mal de trucs, notamment les épices, etc. Voilà, donc pas plus sur les métabarons. Comme vous l'avez vu, c'est quand même assez beau en termes de dessin, c'est assez fou. Voilà, toujours des trucs voilà, qui s'arrachent les yeux, enfin voilà, c'est toujours des trucs comme ça dans un truc comme je dis, hein, c'est les potards à fond quoi. Donc ceux qui l'ont lu ou pas encore, j'espère que ça vous donne envie de le relire ou de lire et de découvrir cet univers qui est assez incroyable. Voilà pour les métabarons. Ensuite, il y a eu un petit spin-off des métabarons qui s'appelle les armes du métabaron. Alors je vais aller assez vite dessus, en gros c'est un spin-off qui se passe avec 100 noms, donc le dernier métabaron là, ici, avec son truc qu'on voit dans l'Incal, et ça se passe à peu près vers les volumes 7 et 8 de métabaron. J'ai pas précisé, mais la case des métabarons c'est 8 volumes. Et donc en gros, il va être appelé c'est quoi Omphal, j'avais noté. Voilà, en gros, il va être appelé dans des rêves qui sont créés par les intradormeurs. Et on va osciller entre la réalité et ses rêves. Et on va avoir deux styles graphiques très différents. C'est-à-dire qu'on a un style graphique dessiné et on passe sur un style graphique ultra réaliste, comme vous pouvez voir ici, ultra réaliste dans les rêves. Donc il y a deux dessinateurs ici. Et donc ça va être l'occasion de montrer la puissance du métabaron à travers différentes missions. Et ben, le spin-off est pas fou, on va pas se cacher. Dans un sens, il y a de nombreuses pages qui reposent le contexte du métabaron. Et en fait, ça fait redondant et pas utile. Et donc du coup, en fait, c'est presque soit trop, soit pas assez, mais l'équilibre, il n'est pas là en termes de souvenirs. Et en fait, ça va très vite, tout s'enchaîne, ça respire pas vraiment. On comprend pas vraiment l'enjeu de tout ça. Et c'est pas très clair. En tout cas, moi, ma première lecture, c'était pas très clair. Et donc, c'est pas un truc que je vous recommande parce qu'on reconnaît pas l'univers. Il y a un bestiaire qui est trop proche de la fantaisie. Ils se battent contre des dragons, des araignées, des lézards. Et tu fais, ouais, enfin, je sais pas, je reconnais pas l'Incal. Et c'est une histoire qui aurait dû être en 2-3 volumes plutôt. Et finalement, ils l'ont fait là-dessus. Et bref, c'est un truc qu'ils auraient dû mieux faire. C'est pas assez intéressant. Le seul point intéressant, je trouve que c'est le côté ultra réaliste. Alors là, on est passé, mais le côté ultra réaliste de Charest qui est assez bluffant visuellement. Donc voilà, pas plus sur les trucs du métabaron. On a une autre série. Donc il y a encore 3 séries. Donc qui s'appelle les Kastaka. Alors attendez, il faut que je me remette au début. Voilà. Les Kastaka. Donc Kastaka, c'est dans la continuité, du coup, dans la genèse des métabarons. Donc là, ici, dans la famille métabaron, on a les Kastaka. Et c'est une série qui est assez courte. C'est en 2 volumes seulement. Et ça va raconter l'histoire des Kastaka qui sont à l'origine de la case des métabarons, comme je disais. Et là, on a donc le fameux trisaïeul qu'on a au tout début de la case des métabarons. On va le suivre et avant que justement Othon devienne un métabaron, il était un Kastaka.
Et de ce fait, on va avoir le passé de cette famille, comment deux familles qui respectaient le même code d'honneur, hop là, attends, il y a quelques petites scènes gratinées, comment ces deux familles qui respectaient le même code d'honneur se déchiraient pour avoir l'ascendant l'un sur l'autre à coups de viol, de trahison, de tout ce qu'on veut, avec des combats très sanglants, comme vous pouvez voir ici. Et on découvre en fait l'origine de cette idéologie guerrière qui représente l'esprit et les actes du métabaron, avec toute une série de péripéties, notamment avec des technopères que j'ai pas encore abordés, jusqu'à découvrir la marque des Kastaka que les métabarons se transmettent au fur et à mesure. Mais aussi l'origine de leur mine, puisque cette fameuse huile qu'ils ont, l'épiphyte qui permet de faire voler des objets, on a l'origine de ça, et ils peuvent du coup, hop là, hop, on va passer ça, voilà, et ils peuvent, du coup on va découvrir d'où ça vient, alors que dans le Métabarant alors, ils étaient déjà avec cet épiphyte. Donc c'est un enchaînement en fait de situations, de batailles, de révoltes, de grands combats guerriers, puis spatiaux. Il y a ce côté excessif des métabarons. On va retrouver ce côté-là avec le sens du sacrifice, l'honneur, des histoires d'amour enflammées. C'est assez dense et en fait tout va un peu vite dans la série. C'est-à-dire que il y avait beaucoup à dire et pas assez de pages. Donc c'est un peu dense, un peu condensé. Et parfois, les auteurs ont privilégié l'action au détriment de laisser souffler un peu le récit et expliquer des choses. Donc c'est pas du tout un mauvais titre, au contraire, c'est juste que c'est un titre qui est un peu trop compressé, il n'y a pas d'obligation à le lire bien entendu, mais ça va pas vous bouleverser l'histoire, mais ça donne un peu plus de corps à l'univers, et je trouve que l'exercice est assez plaisant, plutôt bien réussi. Et j'ai beaucoup aimé l'humour avec les robots aussi là qui a eu. Voilà, on va laisser ça. Qui a eu, et notamment avec voilà, des Kastaka qui prend le contrôle d'un vaisseau. Il y a plein de robots à l'intérieur qui obéissent d'un coup. Et en fait, à chaque fois, ils leur balancent des insultes et les robots, ils sont vexés, mais font quand même l'action. Et je trouve ça assez drôle. Il y avait des petites punchlines assez sympas. Donc ça fait une bonne transition avec le Métabaron. Il faut le voir un peu comme un numéro zéro, entre guillemets. Et je pense que si un jour je relis la série, je commencerai par les Kastaka, justement, et je relirai après la case des Métabarons. Ça me permettra d'avoir encore une descendance arrière, enfin en tout cas remonter encore plus dans le temps. Donc il reste deux séries. Alors là, je vous préviens, cette série-là, elle est pas ouf. Donc dans la suite de cette exploration de cet univers, on va s'intéresser aux technopères qui sont aussi présents dans l'Incal. Donc ce sont les personnages avec des cheveux noirs qui contrôlent et manipulent un peu tout le monde pour obtenir ce qu'ils veulent. Et on va pas les voir de suite. Voilà, c'est ces mecs-là avec le casque. Et en gros, c'est une religion de fanatiques qui sont basés sur la technologie. Il n'y a que la technologie qui est leur dieu. Et on va suivre le voyage d'Albino, qui est ici, qui va devenir un technopape suprême et qui va être accompagné de 500 000 fidèles aux confins de l'espace, qui cherchent en fait une vie qui serait plus importante que la technologie. Donc en fait, quelqu'un qui va à contre-courant de la religion des technopères, et on va suivre tout son parcours, mais aussi sa famille, hein, puisque direct, je crois qu'il naît d'un viol, de je sais pas combien de pillards, enfin bref, toujours des trucs bien atroces. Et en gros, le récit va être sur trois pans, son voyage actuel, son passé et sa famille, comme je disais. Et donc, sa famille, c'est voilà, un viol par les pirates qui vont engendrer trois mutants. Et lui, Albino, va devenir un créateur de jeux qui en fait vampirise un peu le cerveau des gens. Et pour ça, il va devoir malgré tout faire subir beaucoup de choses pour accéder à ses actions et à son but. Et quoi dire du récit? Bon, on peut dire que c'est intéressant de voir la structure religieuse des technopères, qui n'était pas trop détaillée dans l'Incal et dans l'autre. Et on va le découvrir au fur et à mesure des tomes, comprendre leur philosophie, et des fois d'avoir quelques parallèles avec l'Incal. Mais en fait, le lien va très vite s'arrêter avec l'Incal, puisque Albinos, lui, ne fait pas partie de l'Incal. Et donc, finalement, son aventure est vraiment très différente. Donc, en soi, la quête, elle est sympathique, mais c'est qu'une histoire de plus. Au début, ça se lit assez bien.
j'étais assez surpris. L'univers fonctionne et finalement, en fait, plus ça allait et plus c'était long, moins c'était intéressant. C'était beaucoup de Deus Machina en mode allez, putain, on te sort un truc sorti du chapeau et puis la situation est résolue. Et le truc, c'est que ça fait quand même 8 tomes et c'est un petit peu long au bout d'un moment. Et finalement, on s'en lasse un petit peu, on a hâte que ça finisse. Et l'histoire jusqu'au bout n'apporte rien parce que on s'éloigne presque après des trucs. Donc le début était intéressant pour l'univers, le reste non. Donc ça reste toujours totalement déjanté, what the fuck. Et on retrouve la folie de Jodorowsky qui essaye de nous surprendre à chaque fois, mais des fois un peu trop. Il y a peut-être un peu trop de résolution par moment, enfin de rebondissement. Et au final, en fait, quand on essaye de se rappeler de l'histoire, c'est surtout une succession d'événements, de péripéties, et on se rappelle de pas grand-chose. Et donc le problème, c'est que comme ça se veut autonome, on ne nous donne pas vraiment beaucoup d'explications au début. On commence sur l'univers. Enfin bref, c'est peut-être mal mis. On aurait peut-être dû commencer, enfin, ils auraient peut-être dû commencer par présenter la religion, son importance dans l'univers, ses actes, sa place dans la société. Donc si tu connais ou pas, enfin en tout cas, ça te permet d'avoir un repère. Et au final, là, si tu suis un personnage dans un univers un peu mal expliqué, c'est un peu dommage. C'est mal amené, mal présenté. Voilà, j'aurais préféré clairement la création de la religion et lui qui va à contre-courant de ça. Et en plus, on va un petit peu reprendre la même structure que le Métabaron, c'est-à-dire deux personnes qui racontent le passé, et ça manque un peu d'innovation en termes de storytelling. Côté dessin, c'est assez surprenant, c'est parfois très beau et parfois c'est un peu très lisse. Ça dépend qui dessine. Et ça fait très numérique, très souvent, ça fait assez numérique, c'est assez inégal en termes de dessin. Ça, en fait, si vous êtes fan du scénariste, Jodorowsky, je vous le dirai, je vous le conseillerais pour le côté perché. Pour les autres, ne lisez pas ça. Ça vaut pas le coup. Voilà pour ça. Et on passe à la dernière série. Pareil, je vais essayer, j'ai fait assez court. Cette fois, elle s'appelle Métabaron. Donc Métabaron, c'est la suite de la case des Métabarons. Donc là, le dessin est très différent. Donc pareil, 8 volumes qui va suivre les aventures du dernier Métabaron. Donc là, on n'est pas sur du nouveau Métabaron, etc. Là, c'est le dernier Métabaron. Et cette fois, ce qui se passe, c'est que les réserves d'épiphytes, donc cette fameuse huile qui permet de faire voler les choses et que les Kastaka détenaient, en fait s'épuisent. Ça devient une denrée très très rare et elle va être prise de force par les techno, donc les fameux technopères là qu'on a vu avant, donc c'est les techno. Et ils vont négocier ça par la force pour avoir ça. Et en fait, en gros, il faut considérer que l'histoire se déroule en 4 arcs de 2 volumes. Donc dans le premier arc, et je vous résume, je vous spoil pas trop, c'est le résumé. En gros, les techno qui s'emparent de trucs vont cacher que les réserves s'étouffent, en fait, s'épuisent, et ils vont chercher une nouvelle source. Donc c'est un arc qui, au final, est assez bof, avec un personnage principal insupportable, avec un gros bourrin là, qui sert à rien, et qui hurle tout le temps. Il y a quand même un développement dans les techno, ça, et l'envie de créer un métabaron de toutes pièces qui est assez intéressant. Et ça, c'était pas mal, mais le reste est pas fou. On va avoir après volume 3. Hop. Volume 3, donc le dessin n'est pas le même, vous voyez, ça va changer de dessinateur. Cette fois, on a les techno qui sont en train de chercher ces nouvelles sources, mais ça va être la mise en avant d'un personnage féminin au sein des techno. Et ça, c'est assez intéressant. Et le métabaron qui est fatigué des combats, il abandonne sa caste, ses capacités pour découvrir les plaisirs de la vie. Et donc, du coup, il est totalement, comment dire, pardon. Il est totalement, s'il a une attaque ou quoi, voilà, il peut crever à tout moment, quoi. J'ai plus le mot. Et cet arc est très intéressant, j'ai trouvé, de remettre en question la lignée des métabarons, d'avoir une personne qui veut briser ce cercle, qui refuse d'avoir une lignée et de protéger l'univers. Et on a un approfondissement de l'origine de l'épiphyte, donc il y a un lien direct avec la première série, les premiers volumes du Métabaron,
de la casse des métabarons. Et ça, je trouve, c'est bien joué. Ça renforce le lien avec la série d'origine et ça donne toute l'importance à l'huile. Et je trouve que ça, c'est plutôt bien fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est pareil pour le troisième arc. Là, cette fois, ils sont dans un nouvel univers. Je vous dis pas plus, comme ça vous découvrirez. Mais ici, il va se passer des grands enjeux. Et l'épuisement de l'épiphyte en fait va accélérer la destruction de l'univers. Et le métabaron va devoir intervenir malgré tout. Et je dis pas plus. Et j'ai beaucoup aimé cet arc, même s'il est clairement pas parfait. C'est des gros combats avec les techno, avec un univers qui va disparaître. Il y a des enjeux pour la survie de l'univers et tout. Mais finalement, je me suis laissé happer par l'histoire. Alors, on dirait que les mecs, ils sortent un peu d'Avatar, hein. Donc voilà, mais le métabaron il va évoluer aussi. Alors c'est pas exploité et c'est le nom du titre, hein, donc je vous le dis, c'est écrit en gros, hein, sans nom, le techno-baron. Il va à un moment évoluer vers un techno-baron. Je vous montre pas plus à part la couverture ici. Et je trouvais que l'idée était géniale et que ça n'a pas été exploité. C'est fortement dommage. Et pour finir, le quatrième arc qui est voilà, vous voyez le dessin est très différent. Je vais laisser juste là-dessus. Qui va remettre en question la lignée des métabarons. Et je vais pas en dire plus, mais clairement, c'est un arc qui est pas intéressant. Il pose des nouvelles bases, mais je dirais que ça justifiait pas une suite, en tout cas pas un arc. 10 pages aurait suffi pour résumer tout ça. Voilà, donc en gros, le truc c'est que on a le même scénariste, mais on a 3 dessinateurs différents. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça fait un peu produit de commande. Et alors je me doute que l'éditeur il a poussé pour avoir une suite au Métabaron, mais c'est pas la peine de vouloir en sortir un par an, quoi. C'est pas grave, prends ton temps, sors et essaye de garder une ligne directive. Et du coup, c'est vrai que changer autant de dessinateurs, c'est un peu dommage. Il y a des trucs qui sont très jolis, mais ça fait un peu, voilà, un peu ce côté commercial. Et on va retrouver toutes les thématiques de la série originelle, hein, donc la violence, la cruauté, ces scènes dénudées, etc. Tous ces sentiments amoureux, toujours aussi rapides et ces grandes histoires d'amour, mais pas avec la même intensité et la même ingéniosité que la série mère. Ça, c'est un peu dommage. D'un point de vue du scénario, il a de très bonnes idées, et je trouve que même l'histoire est hyper intéressante, ils ont fait des bons liens, mais sur la forme, je suis assez déçu. Les dessins, voilà, le fait d'avoir formaté, moi j'aurais presque préféré, au lieu qu'ils fassent deux tomes, j'aurais préféré qu'ils sortent en fait en 4 tomes de 90 pages, un tome par arc. Je pense que ça serait même mieux passé en termes de lecture. Donc il y avait même des fois des petites longueurs, on va pas le cacher, et notamment le dernier arc qui vaut pas le coup. Donc c'est une suite qui étoffe l'univers, qui fait des liens, c'est intéressant, mais ça redistribue même un peu les cartes à un moment. Mais c'est vrai que la narration un peu diluée, le côté un peu mercantile, fait que c'est pas non plus la série du siècle. C'est à réserver aux fans. Parce que voilà, autant le milieu est génial, mais le début et la fin est un peu laborieux. Donc j'ai pas, je l'ai lu avec plaisir, mais voilà, c'était pas non plus la série indispensable. Donc clairement, si vous devez lire un truc là-dedans, comme je disais, hein, pour l'Incal, il y avait avant l'Incal, enfin il y a l'Incal, avant l'Incal, et vous pouvez lire le dernier, la Mental l'Incal, que je trouvais pas mal. Là, c'est surtout Castaka, la casse des métabarons, et si vous êtes motivé, les métabarons. Les armes et le comment ça s'appelle et les technopères, vous pouvez vous épargner ça. Ça n'a pas grand intérêt à lire. Voilà pour la critique de ce titre-là, de tous ces métabarons. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Sinon, en achat, euh, voilà, en tout cas, je sais pas si ça peut vous donner envie de découvrir, mais vraiment, les métabarons, voilà, je trouve génial. Moi, je trouve ça génial. C'est du grand n'importe quoi et c'est cool, quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de spin-off, hein. Il y a eu beaucoup de spin-off. Du coup, j'ai tout pris, j'ai tout lu. Et c'est fou parce qu'il y a quasiment tout à la médiathèque, quoi. C'est je sais plus, non, Castaka, ça y était aussi. Je crois qu'il n'y a que les armes du Métabaron que j'avais pas trouvé, quoi. C'est incroyable. Donc que j'avais dû télécharger pour lire.
Parce que moi, maintenant, que ce soit clair, hein, je prends tout à la médiathèque. J'ai 2 médiathèques et je me sers dans les deux et j'évite d'acheter maintenant. Tout ce que je peux lire à la médiathèque, et si je peux éviter de l'acheter, j'achète plus. Voilà, j'en ai marre, j'ai trop de livres, j'achète plus. Euh, et tout ce que je peux pas, ben je l'achète. En gros, c'est un petit peu ça. Et après, il y a les achats plaisir, bien entendu. Mais quand c'est de la découverte comme ça, je préfère d'abord acheter et après, je me fais mon avis. En termes d'achat, alors, parce que là, moi, j'avance dans mes aliens et je suis à l'omnibus numéro 4. J'ai lu la moitié déjà de l'omnibus numéro 4. Et je me suis dit, bon, ça serait bien que je me mette à jour sur les aliens. Donc, du coup, hop, je me suis acheté quelques trucs. Hop. Alors, il y avait une partie que j'avais déjà acheté la dernière fois, mais je ne crois pas l'avoir présentée, j'avais peut-être oublié. Mais Alien, la licence est toujours exploitée, et donc je me suis pris les 3 Aliens qui sont dans le format, là, le plus petit format, hop là, voilà, qui sont dans ce plus petit format que les omnibus. Donc là, je crois qu'il y a 2 histoires dedans. Donc les volumes de sang, voilà, qu'on peut voir ici. Hop, avec jusqu'à volume 3 Icar. Voilà, donc je crois que derrière c'est écrit, voilà, 1 à 6 d'Alien 2022 et ici 7 à 12 d'Alien 2021. Donc en fait, là, il y a 2 histoires. Une histoire en 2 volumes, ici, d'Alien. Voilà, ici. Et une 3e histoire dans Icar. Voilà. Alors là, c'est beaucoup plus moderne en dessin, clairement, par rapport à ce que j'ai dit au début. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté 2 autres, les séries suivantes. Donc ça, c'est Alien 2023 et voilà, Alien. Alors il y a 2023 2 et 2000, c'est un bordel à chaque fois. Assure, mais en gros, c'est 2 autres histoires. C'est chaque fois, c'est un bordel. Les comics, j'adore. Donc voilà, donc heureusement qu'il y a les éditeurs qui font le tri parce qu'à un moment, on ne sait plus. Et voilà, celui-ci là. Pardon, même pas, je vous mets le truc comme il faut. Pardon, désolé. Voilà. Donc avec des beaux aliens. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut en termes d'histoire, hein, mais je m'attends pas non plus à des trucs révolutionnaires, mais je me dis c'est peut-être cool. Il y a le dernier What If qui est sorti, ça c'est une nouveauté. Il y a le What If qui est sorti. Voilà, donc je vais lire ça. Ça se passe après Alien 2 si ce personnage survit, donc ben voilà, pourquoi pas. Et après, ils offraient donc le Romulus. Donc, toc. Voilà, ça j'ai. Ils offraient le Romulus, donc du coup, ça, ben, je me le suis pris avec. Et donc, c'est ce qui se passe en fait au niveau des événements. Si vous avez vu Romulus, au début, il récupère un alien à l'espace, c'est l'alien de Alien 1. Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe, ils se font tous massacrer, et en fait, c'est raconté là-dedans. Donc voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté d'Alien. Je me suis fait plaisir, je me suis dit hop, comme ça, jour et tout. Vous voyez, il y a quand même du monde. 6 tomes. Donc ça va aller avec mes omnibus. J'avais peur de ne plus avoir d'Alien à lire. Alors je me suis dit, ça serait bête d'attendre. Et d'ailleurs, sur Alien, j'ai un ami qui est venu là, cette semaine à la maison. Et il m'a dit, attends, dans ma boutique, j'ai trouvé des trucs Alien. Et en fait, ils font des comics. Donc ça, c'est des issues originales, hein, anglaises. Vous voyez, si je... Hop, des petits fascicules comme ça, avec bon, l'histoire qui est associée au titre. Et en fait, ils font des variantes couleurs spéciales Alien. Donc, il n'y a pas d'alien hein, là-dedans, hein, il n'y a pas d'alien du tout. Mais ils ont fait des covers spéciales, hein, c'est pour les collectionneurs. Et il m'en a ramené quelques-unes qu'il avait dans sa boutique. Et je lui ai dit, bah, c'est cool. Donc, du coup, j'ai cette variante spéciale là. J'ai celle-ci. Il y en a une trentaine en tout. Alors, je ne vais pas les collectionner, je vous rassure. Je vais pas tout acheter. Il y a celle-ci, ouais, qui est très cool, celle-là. Bon, il y a celle-ci, mais ça, c'est un vrai alien, ça. Donc, du coup, normal. Il y a l'Avenger, ici. Et Guardian of Galaxy. Voilà. Il est là qui... Voilà. On n'a jamais trop d'aliens. C'est exactement ça, Fouriaz. On n'a jamais trop d'aliens. Voilà, très belle couverture. Donc, t'as jamais envie de t'orienter ta collection vers plus de BD et de comics? Mister Snowblood, oui. Alors, sous le principe, oui. Je pourrais acheter plein de BD et de comics et tout. Le problème, c'est que j'ai plus de place derrière. Donc, en fait, il faut que je refasse mes bibliothèques si je veux faire ça. Que je puisse mettre maintenant
des putains de gros pavés comme ça, omnibus, qui pèsent 3 kilos, pour que je puisse en acheter ou acheter d'autres séries. Je sais plus ce que j'avais acheté des grands titres. Là-bas, il y avait les Ballad of the Tree, il y avait tout. J'ai acheté quelques BD aussi, comme Grandville et tout. Et du coup, voilà, comment dire, je manque de place. Donc il faudrait que je refasse ces bibliothèques-là, que je revende aussi des mangas, parce que j'en ai 3000 et je pense qu'il y en a un bon tiers qu'il faudrait que je dégage. Et que je recrée une collection comme ça. Le problème, c'est que je me suis pas mal détaché quand même de la collection pour collectionner. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je peux le lire en médiathèque ou dans un abonnement, en fait, ça me suffit. J'ai pas un besoin absolu d'avoir la version physique avec moi, sauf exception. Voilà, c'est pareil, les aliens, je suis content de les avoir, hein, mais je pense que si j'avais pu tous les lire à ma médiathèque, je les aurais tous lu à ma médiathèque, et j'aurais peut-être pris que l'alien qui me plaît plus ou moins par rapport aux autres, tout simplement. Ou tout, si j'avais tout aimé, ou alors me dire, ben ça j'ai envie de me faire la collection et compagnie. Donc voilà, donc oui, j'aimerais bien me faire une petite collection BD comics sur le principe, mais par contre, il me faut la place et surtout, j'ai pas envie d'acheter pour acheter. J'ai envie d'acheter ce que j'ai vraiment aimé, de pas faire la même erreur qu'avec le manga, un peu tout acheter, puis me retrouver aujourd'hui avec des titres. Je me dis, ouais, ça fait chier, je l'ai, est-ce que je le vends, je garde, je fais quoi, je sais pas. Enfin bref. Donc voilà. Euh, Ensuite, est-ce que tu as vu le dernier? Oui, oui, en ce moment, je suis en train de me remater tous les aliens avec ma compagne. On a rematé les 5 premiers, donc c'est-à-dire Alien 1 à 4 et Prometheus. Euh, et donc, du coup, on a maté tout ça. Bon, les deux premiers sont toujours incroyables. Le troisième est vraiment pas bon, en fait. Il y a beaucoup d'incohérences. Et en plus, il détruit toute la chronologie des aliens en comics. Le 4 en fait, est plutôt pas mal, en vérité. C'est la fin c'est la laine de fin là qui est atroce. Mais le 4 est plutôt pas mal. Prometheus, c'est intéressant. Et là, on doit se revoir Covenant. Et une fois que on aura vu Covenant, c'est bon, puisque Romulus, on l'a vu il y a pas longtemps. Et moi, j'ai beaucoup aimé Romulus, justement. Je trouvais que c'était une très bonne synthèse des 4 premiers aliens. C'est une très très bonne synthèse des 4 premiers aliens et du coup ça peut faire venir un nouveau public qui ne connaît pas Alien avec des aliens un petit peu plus mobiles que dans les premiers avec les nouveaux effets spéciaux et tout. Et donc pour moi c'est Romulus, je le conseille en porte d'entrée pour quelqu'un qui veut voir Alien, sachant que je trouve que le premier et le deuxième, franchement ils n'ont pas vieilli, hein. Ils sont incroyablement beaux. Je l'ai vu sur Disney Plus et ils sont incroyablement beaux et hormis un peu la rigidité de l'alien parce que voilà, normal, hein, le film il est 79, hein, le premier, hein. Ben, je trouve que ils sont encore incroyables, même ma compagne était là en mode putain ça marche toujours quoi. Et effectivement, après, il y a les Predators. Et je vais me faire les Predators. Est-ce que je vais me faire les Omnibus Predators? Je ne sais pas. Mais je suis tenté pour faire les Predators après et me taper malgré tout les Alien versus Predator, même si je sais que c'est des daubes, histoire de les avoir vus. Donc voilà, j'ai tout un truc d'Alien encore à me manger. Sachant qu'aux États-Unis, il y a Alien Paradisio qui est sorti. Voilà, donc on devrait l'avoir à la fin de l'année. Je pense, enfin, vu les délais, les machins, je pense qu'on devrait l'avoir bientôt. Et donc, je rappelle, hein, j'ai fait tout le premier omnibus Alien. Vous avez parlé d'Alien. Alors, le premier omnibus, il est hyper intéressant parce il est à la suite d'Alien 2. Hein, je vous ai fait une demi-heure là-dessus. Et il met plein de nouvelles bases d'Alien qui sont pas vraiment repris dans le sens où le film, la saga filmique va aller vers autre chose, mais il y a énormément de très bonnes idées hyper intéressantes à lire avec des personnages qui sont pas que de l'horreur. Il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup d'éléments comme ça, et j'étais extrêmement surpris par ça. Voilà. Autant le tome 2, vous verrez, il est un peu plus déjà, il y a encore des bonnes idées, mais il est un peu plus dans l'exploitation. Le tome 3 est vraiment dans l'exploitation après. Et là, c'est vrai que Alien, ça reste un univers où il y a tout à créer. Hein, clairement, il y a tout à créer sur comment dire, sur la compagnie, sur les origines de Ripley, sa fille, tout ce qu'il y a autour, même la planète mère des aliens et compagnie.
Enfin, après, il faut que je revoie Covenant, parce que je crois que ça en parle dans Covenant. Il y a beaucoup de choses, en fait, à explorer dans l'univers Alien que je trouve encore ils n'ont pas exploré. Mais c'est hyper intéressant à découvrir. Scalien, c'est le comics à lire absolument incroyable. Non, ça reste un comics de licence, hein, il faut quand même bien le dire. Mais si on aime un petit peu la licence Alien, ben, je trouve que le premier Omnibus, franchement, il apporte tellement de choses que les films n'ont pas exploité, que ça fait plaisir en fait de voir autant d'idées. Et après, c'est vrai que dans les autres, on est plus dans vous verrez, dans des histoires un petit peu au même schéma. On est plus dans l'exploitation où on passe un bon moment à lire des histoires d'aliens. Là, dans le quatrième omnibus, j'ai lu une histoire, elle était assez un peu classique dans le schéma, mais elle était bien racontée, bien le truc. Je fais, ouais, elle était cool celle-là, elle était très cool et ça va être plutôt ça. On va prendre plaisir à lire comme ça. Donc, moi, Alien, c'est un peu le bonbon. C'est un petit peu comment ça s'appelle le, la lecture coupable, entre guillemets, où je sais que les histoires vont pas toutes être incroyables, mais je prends plaisir à les lire. Donc je ne survends pas Alien, surtout pas. Si vous aimez la licence, moi je trouve que c'est un bon moment de lecture. Voilà.